Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de This is My Story. Aujourd'hui, nous recevons Naïdi. Naïdi, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super, très content de te recevoir sur le plateau. Émission un peu particulière parce qu'on va forcément parler d'entrepreneuriat, mais pas que. Tu as aussi voulu témoigner d'une expérience familiale que tu as eue. Un peu touchante et notamment dans l'univers hospitalier. Exact. Mais avant, on va quand même poser le cadre pour ceux et celles qui te regardent, qui nous regardent et qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors moi, je m'appelle Naïdi Noyer, j'ai 32 ans et je suis esthéticienne. Donc là, je suis en marche d'ouvrir mon concept store qui va allier mode et beauté sur Jarry. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concept store? Il y aura quoi exactement à l'intérieur? Donc, concept store, on va trouver une partie beauté. Donc, tout ce qui est épilation au laser, épilation à la cire. Tout ce qui est soins, soins des mains, soins du visage et soins des pieds. Une partie maquillage, une partie beauté du regard. Donc, tout ce qui est extension de cils et brow lift pour les sourcils. Et soins corps, c'est-à-dire massage et gommage. C'est une grosse aventure, ça t'a pris pas mal de temps. Ça m'a pris 2 ans. 2 ans à construire un projet, ce projet. Exactement. Avec l'aide de tes proches. Exactement. Notamment de ton père. Exact. Qui était là au début et que malheureusement, paix à son âme, tu as perdu en cours de route. Exactement. Qui t'a beaucoup aidé, j'imagine, pour toute la construction. Exact. Et même avant, puisque tu avais déjà ton institut à domicile, en vérité. Exact, il m'avait fait une cabine dans son jardin, puisqu'il en avait marre de me voir faire du domicile. Et donc, il m'a créé une petite cabane pour que je puisse accueillir mes clientes. Et c'est ce qui m'a permis aussi de faire ma clientèle, de rencontrer d'autres personnes. J'ai fait ça pendant 10 ans. Quand même, hein? Ouais, en 2016, j'ai commencé. Ok. Et en 2026, j'ouvre mon concept store. Donc, si c'est 10 ans, tu avais 22 ans quand tu as démarré. Exactement. Et c'est marrant, on se connaît depuis très longtemps. Et petite anecdote, je me posais la question, est-ce que déjà au lycée, quand tu étais en première, seconde terminale, c'était déjà prévu pour toi d'être esthéticienne? D'être esthéticienne ou pas du tout? Pas du tout. Tu savais pas? En fait, j'ai toujours aimé la beauté, le maquillage et tout. Je maquillais même ma mère petite. Je t'épilais, voilà. Non, au-delà de ça, l'anecdote, je parlais de ça avec mes proches et je disais, mais c'est fou parce que tu vois, lycée, on a quoi? Allez, 15-16 ans, je crois. Donc, tu vois, on a un peu plus du double maintenant. Et j'ai cette image en tête de quand on était en salle de... J'ai eu le mémorise. La permanence. Où je te faisais les sourcils. Je ne sais pas si tu me faisais les sourcils ou tu m'enlevais les comédons et tu me faisais défoncer le visage comme ça régulièrement. Et en fait, ça m'a fait tilt à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, elle était faite pour faire ça, tu vois. Ouais, en fait, non, je voulais être architecte d'intérieur, donc rien à voir. Ouais. Et on ne m'avait pas accepté en Parcoursup, mais on m'avait accepté en BTS esthétique. Ok. Voilà, donc ça c'est le destin, ça c'est Dieu qui a décidé. Du coup j'ai fait mon BTS et j'ai eu mon CAP aussi la même année. Donc et après je me suis dit c'est l'esthétique qui me veut quoi. C'est quoi les qualités requises pour être une bonne esthéticienne? Je pense qu'il faut surtout être à l'écoute parce que en fait on fait beaucoup de psychologie, il y a beaucoup d'échanges. Je pense qu'il faut être agréable, il faut être douce, il faut être précise et consciencieuse. Parce qu'on a quand même la peau des gens et en main et je dirais être aussi sérieuse dans ce qu'on fait. Quand tu dis douce, c'est-à-dire parce qu'on aurait tendance à penser que toutes les esthéticiennes sont douces. Ah non, toutes les esthéticiennes ne sont pas douces. Moi, je connais des filles qui en épilation qui sont brutes. Donc c'est pour ça qu'elles vont plus s'axer sur tout ce qui est soins corps parce que elles savent bien masser et il y en a d'autres qui ont des mains un peu plus douces parce qu'on n'a pas toutes les mêmes mains. Voilà, on n'a pas toute la même façon de faire et du coup pour moi il faut être douce. Même en épilation, j'essaye le plus que possible d'être douce. Moi j'ai jamais eu mal, elle m'a pas forcé à dire ça mais je me dis les aisselles, le torse, j'ai jamais eu mal au point de dire on arrête ou quoi. Donc, je confirme, effectivement, tu as des mains très douces. Alors, tu as démarré cette aventure dans l'esthétique.
J'imagine au départ, tu ne te voyais pas arriver là où tu vas démarrer là maintenant. Comment ça a évolué au fil du temps? Quand tu es arrivé dedans parce que tu n'as pas été accepté, comment tu vois tes perspectives d'évolution déjà dans le domaine de l'esthétique? Ben, après avoir eu le BTS, je voulais faire une licence dans tout ce qui est management du luxe. Et je n'avais pas trouvé d'alternance sur Paris. Donc, je suis rentrée en Guadeloupe parce que je ne voulais pas passer mon année à ne rien faire là-bas. Et j'ai travaillé en institut. Et là, j'ai vraiment vu tout le côté vraiment esthétique qu'on ne nous apprend pas à l'école. J'ai eu des super collègues qui m'ont formée sur énormément de choses. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, donc j'ai quand même envie de continuer. Donc, même si je sais que j'aurais fait peut-être quelque chose à côté, j'aurais toujours voulu garder ce petit côté esthétique. Et au fil des années, après, j'ai passé une licence de tout ce qui est assistanat de direction. J'ai travaillé dans une concession prestigieuse, mais j'ai toujours gardé ma petite cabine et mon côté esthétique à côté. Donc, tu vas continuer à mûrir ça petit à petit. Exactement. Et une question, moi, ça me passait par la tête. Est-ce que tu aurais des anecdotes, alors je ne sais pas si tu voudras les partager ou pas, de clientes particulières, que ce soit au niveau de la douceur ou même... Parce que, bon, nous les hommes, on a, en tout cas pas tous, on ne fréquente pas tous les instituts de beauté. De plus en plus, mais oui. De plus en plus, tant mieux, j'ai envie de dire qu'on prend soin de nous. Mais moi, il y a toujours des petites anecdotes que j'entendais au niveau de l'hygiène, de certaines choses. Ça, c'est vrai. Il y en a, j'en ai plein. Surtout en institut, on en voit plein. Pour un homme, je mets les pieds dans le plat. Tu sais, c'est toujours délicat de s'imaginer. On connaît, il y a le sillon fessier, par exemple, ou bien le maillot. Je me dis, il y a des métiers comme ça où, quand même, peut-être c'est chaud. J'avoue, moi, le maillot homme, je l'ai fait peut-être 2 fois. Et je ne l'ai pas refait parce que, oui, j'ai eu une mauvaise expérience où l'homme a eu une érection et du coup, était même sur le point d'eux. Donc, j'ai préféré c'est chaud. Je ne sais pas si c'est la petite blouse avec les lunettes et les cheveux tirés qui avait fait quelque chose, mais... Ouais, après, pour les filles, c'est plus des filles qui sont un peu pudiques ou gênées ou peut-être la forme de leur pépette, tu vois, elles sont pas très à l'aise. Donc ça, encore, c'est la communication et après, une fois qu'elles sont à l'aise, ça passe en fait. Parce qu'au final, vous partagez un moment très intime. La première fois qu'elles viennent te voir, elles ne te connaissent pas. Donc, elles doivent se mettre à nu directement. Comment tu fais pour les mettre à l'aise? Tu échanges avec elles? Moi, j'échange. Je leur dis franchement, j'en vois plein. Donc, une de plus, ça me fait rien. Et que moi, je suis là pour faire mon travail. J'essaie de le faire le plus rapidement, mais le plus agréablement possible pour elles. Et puis après, je parle beaucoup. Ou sinon, j'essaie de la faire parler le plus que possible pour ne pas qu'elle soit concentrée sur la douleur et sur ce que je suis en train de faire. C'est l'astuce que j'ai trouvée. Donc, 10 ans, tu as passé un diplôme, donc tu disais en management. Exactement, de l'entrepreneuriat en fait. Donc là, je peux gérer une entreprise de A à Z. Alors, je ne sais pas si tu voudras citer le nom. C'est pas un souci. Non, bon, voilà. Tu as fait tes armes quand même dans une belle boîte où la clientèle était des gens très exigeants. Exactement. Avec quand même un certain haut niveau de revenus. Comment on fait face à ce type de clientèle? Franchement, j'étais moi. Après, j'étais très carrée, toujours souriante et toujours agréable. Par contre, je rigolais pas dans mon travail. C'est le côté aussi qu'ils aimaient. Mais pour revenir, comme je voulais faire aussi la licence de management du luxe, ça m'a un peu ramené complètement à ce milieu-là. Et c'est vrai que j'étais complémentaire dans tous les points quand j'étais à ce stade-là de ma vie, puisque je travaillais avec un côté du luxe que j'aimais, avec une clientèle avec laquelle j'ai toujours voulu travailler, plus l'esthétique à côté. Je pense qu'il faut être soi, il faut être vrai, et puis après tout roule. Et surtout, pourquoi je te parle de ça, en termes d'organisation, j'imagine que ça devait être hyper dense. Parce que c'est un travail qui demande. Oui. Et à côté, tu as continué l'esthétique. Donc que ce soit ta pause ou dès que tu termines, tu as une deuxième journée qui démarre. Comment on fait pour gérer à la fois cette partie salariale
et cette partie entrepreneuriale, tout en nourrissant ton rêve, parce que ça fait 2 ans. Donc, tu sais pas, il y a 6 mois, quand tu t'es dit, ah ben tiens, je vais ouvrir un institut, c'est que si ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que tu as démarré peut-être tout ce qui est travaux, etc. Mais peut-être que tu mûris l'idée depuis bien avant. Ben, en fait, à un moment donné, je me suis dit... En fait, c'est mon père en plus qui m'a dit, mais pourquoi tu te lances pas? Je vois que tu as de plus en plus de clients, puisque je finissais de plus en plus tard chez lui. Où il y a des jours où du lundi au samedi, il me voyait vraiment tous les jours. Donc lui, il m'a dit, mais à un moment donné, il faut que tu pèses le pour et le contre. Peut-être que si tu es à ton compte, ben, tu vas toucher plus. Oui, parce que tu auras plus de temps pour faire ça. Que si tu... Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ok, mais en fait, tu as toujours la crainte, tu as peur. Moi, j'ai la hantise de l'échec. Mais après, si on ne se lance pas, on ne sait pas. Donc, il faut y aller. Et ben, j'ai fait les deux. C'est physique, c'est dur. Il y a des... C'est pour ça que je suis devenue casanière, parce que ben, on est fatigué. On rentre le soir, mais c'est quelque chose que t'aimes. Donc, du coup, ça passe en fait. Voilà. Et avant de démarrer l'aventure il y a 2 ans, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne te serais jamais attendu à rencontrer comme problématique dans l'aventure entrepreneuriale? Parce qu'à la limite, tu le faisais de manière gentille. Exact. À côté de chez papa, sur ta cabine. Tu n'es pas à fond, enfin, tu es impliqué dedans, mais tu n'as pas autant de fonds investis comme là, tu en as injecté. Tu ne te retrouves pas face peut-être à d'autres corps de métier avec que tu dois coordonner sur tout un tas de choses. Quelles sont les choses que tu n'aurais jamais pensé rencontrer comme problématique? Moi, le BTP. Alors là, parce que ça, c'est une partie, je pense que mon père aurait été là, c'est lui qui aurait tout géré de A à Z. Là, je me suis retrouvée toute seule et j'étais complètement perdue. Et c'est pour moi des corps de métier où c'est compliqué parce que les gens, j'estime, ne sont pas forcément sérieux. Ou du coup, comme ils ont une femme, je vais parler de ça, ben, ils font tout et n'importe quoi ou ils ne sont pas assez consciencieux. Et du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le BTP, vraiment. Tout ce qui est travaux et autres, c'était compliqué. C'était dur. Et comment garder le cap, du coup? Parce on sait ce qu'on veut et on a une deadline et puis on paye les loyers, donc il faut y aller et puis on stresse et puis... Et ouais, on n'a pas le choix que d'obliger la personne. Et ou sinon, ben, on arrête avec celui-là, on commence avec quelqu'un d'autre. Il faut trouver des solutions parce qu'on a un but. C'est vrai qu'à des moments, moi j'avoue, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai été... Quand je me suis lancée dans ça, quoi, parce que j'avais plus de motivation. Et arriver sur ton chantier, voir que ça n'a pas été fait ou que ça a été super mal fait ou que les gens n'ont pas pris soin de ce que de ton petit bébé, entre guillemets, ça te dégoûte. Mais il faut quand même y aller. Et puis, bon, j'ai un entourage aussi qui est assez derrière moi. Donc, donc tu as fait. J'ai fait. Et donc là, tu n'es pas encore ouvert officiellement? Non, dans très peu de temps, j'espère. Dans très peu de temps? Oui. Comment ça se passe les derniers jours avant une ouverture? Mentalement, physiquement? Est-ce que tout est prêt là à date? Ou il y a toujours un petit truc à... Alors, il y a toujours un petit truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas te dire, mais j'ai pas pensé à ça et autres. Mais en même temps, tu as hâte parce que ça fait des mois que je suis dessus et j'ai aussi envie de commencer en fait. Et même mes clientes, elles sont impatientes. À chaque fois, elles me disent, on n'est pas encore de l'autre côté. Donc, là, je commence à m'impatienter. Et comment tu appréhendes la vie entrepreneuriale à temps plein? Ouais, à temps plein. Bof, Est-ce que tu te visualises déjà dans vraiment la peau de la boss lady qui gère son business, qui fait ses ouvertures, ses fermetures, qui gère sa clientèle, peut-être gère même une partie de sa comptabilité. Est-ce que tu t'es déjà projeté sur toute cette partie-là ou pour le moment Pour moi, je le faisais déjà, puisque chez papa, j'étais déclarée. C'est juste que je pense que le panel de clients ne sera pas le même. La partie comptabilité, ça j'avoue, c'est mon compagnon qui gère, ça c'est pas moi. Mais non, je ne me mets pas d'appréhension. Et je ne me mets pas de pression. Je me dis que je fais step by step et que je fais comme je peux et du mieux que je peux. Ce serait quoi ton plus gros challenge pour toi à relever avec l'Institut? Une fois que ça marche, moi j'aurais aimé ouvrir à Miami. Voilà. À ouvrir, peut-être créer une franchise et ouvrir à Miami. En fait, m'ouvrir au monde. Parce que pour moi, on ne peut pas se cantonner qu'à notre île et qu'à la Guadeloupe. Il y a trop de choses à faire autre part.
tu seras la seule dans l'institut? Est-ce qu'il y aura d'autres personnes avec toi? Non, pour l'instant, je vais toute seule parce que je Ok. veux quand même qu'il y ait un cadre intimiste et que je crée une confiance avec mes clientes. Et par la suite, oui, si j'ai plus de demandes et autres, oui, je pense que je prendrai quelqu'un. Ok. Alors, l'une des choses aussi pour lesquelles on fait l'émission, c'est un témoignage que tu m'as dit que tu voulais faire, notamment suite au décès de ton père, parce que tu as traversé une période que probablement beaucoup de personnes rencontrent, auxquelles il n'y a pas de communication, on n'est pas préparé à ce genre de choses. C'est l'accompagnement, tu me dis si je me trompe sur les mots exacts, l'accompagnement du corps médical dans la perte, le décès de proches. L'accompagnement des accompagnants. Ok. Qu'est-ce que tu entends par là quand tu dis ça concrètement? Parce que moi, mon père a été malade et en 1 mois, c'était fini. Sauf que nous, en tant qu'accompagnants, c'est l'accompagnement des personnes malades. Ok. Où on fait une vie. Et comment ça se passe concrètement? Mais il se passe rien. Tu veux dire que dans ton cas, il n'y a pas eu d'accompagnement? Non, il n'y a pas eu, c'est-à-dire que l'hôpital te propose une psychologue, mais pour moi, c'est pas suffisant. Okay. Parce que une fois que la personne décède, c'est toi et toi, ou toi et ta famille. Alors, pour revenir un peu au fait, donc ton père est tombé malade. Ça a été relativement très vite. Oui, ça a été fulgurant, 1 mois. Donc, à partir du moment où vous avez su qu'il était malade, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Il n'a pas voulu nous dire, mais on a remarqué en fait qu'il maigrissait énormément. Et moi j'ai tout de suite compris. Mes soeurs étaient un peu dans le déni parce qu'on s'est dit mais papa n'est jamais tombé malade ou il n'a jamais rien eu. Jusqu'au moment où on l'a confronté, on lui a dit non mais papa, là il y a vraiment quelque chose qui... il y a un problème. Il a fini par nous dire, mais c'était sous la pression parce qu'il ne voulait pas nous dire, parce qu'il ne voulait pas nous faire de peine. Et à partir de ce moment-là, on l'a accompagné à tous ses rendez-vous. Et il y a eu le rendez-vous avec l'oncologue, le dernier, où en fait on lui a dit qu'il est au stade 3-4. Donc ça veut dire après le 4, il n'y a plus rien. Il était malade avec quoi? Il a eu un cancer du foie. Et on a su ça beaucoup trop tard. En 2 mois, c'était payé. Et du coup, tu me parles d'accompagnement qui a pas eu, mais qu'est-ce qui aurait dû être mis en place à partir de ce moment-là précisément? C'est-à-dire que pour moi, la famille devrait être beaucoup plus épaulée parce que déjà, on aide le malade et on essaye de lui donner le plus de confort possible pour que, on a compris, ce sont ces derniers instants, qui soient le plus agréable, le plus doux et le plus avec amour. Sauf que nous aussi, de notre côté, nous les accompagnants, on supporte aussi notre douleur parce qu'on a très bien compris qu'il n'y a plus rien après. Et en fait, il n'y a rien. À part la psychologue, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui est mis en place. Il n'y a pas de cellule d'écoute. Enfin, je ne vais pas dire d'écoute parce que il y a le psychologue, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faudrait peut-être mettre en place d'autres choses, ou même après le décès, parce qu'après le décès, une fois que la personne est décédée, le suivi médical se termine. Et donc, si tu veux avoir un suivi, c'est de ta poche que tu dois aller et faire ce qu'il faut faire. Sauf que tu n'as pas forcément ni la motivation, ni quand la personne est décédée, tu n'as plus envie de rien faire. Voilà, parce que tu sais que c'est fini. Mais je sais que ça a été, pas que ça a été, que jusqu'à présent, et je pense qu'à un moment ce sera encore dur pour toi, et même tes soeurs, la famille. Comment tu as essayé de gérer ça, sachant que ton papa c'était c'était ton pilier de ouf. Mon papa et de familial et dans le business finalement. Donc toi qui on connaît la relation entre un père et sa ou ses filles. Quand tu as quelqu'un qui est comme ça, qui prend vraiment sa place de père et fait tout ce qu'il y a à faire, et que toi tu te retrouves finalement sans ce pilier à devoir gérer l'ouverture de business où il y a une grosse partie BTP et administrative aussi. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement pour toi et comment tu as essayé ou comment tu as géré ça? J'ai rien géré. Je vais pas mentir, j'ai rien géré parce que tu n'as plus rien envie de faire. Et franchement, c'est dur. Donc je pense que tu prends les émotions au jour le jour et tu fais avec ce que tu peux chaque jour. Voilà. Après, ta vie à toi ne s'arrête pas. Mais comme moi je voyais mon père tous les jours,
J'avais mon père au téléphone tous les jours. Mon père a toujours tout fait pour moi, même jusqu'à l'année dernière. Hein. Ben, tu as tout, c'est comme si tu as tout ton côté droit qui n'existe plus. Et il faut que tu trouves des prothèses, entre guillemets, pour pouvoir essayer de t'en sortir. Ça ne sera jamais comme avant. C'est clair. Ouais. Mais tu n'as pas le choix, parce que toi non plus, tu n'es pas mort. Mais ouais, c'est compliqué. Est-ce que le fait d'aussi emmener ce projet au bout et le faire prospérer, c'est aussi quelque part pour rendre ton papa fier aussi. Est-ce que tu le portes, j'imagine, dans ce projet-là en te disant, ben, papa m'a vu démarrer, c'est celui qui me disait, ben, pourquoi tu fais pas ça aller beaucoup plus loin? Comment tu vis ce moment-là avec lui quelque part? Sans lui physiquement, c'est sûr. C'est ça. Alors on dit souvent, c'est une copine qui m'a dit ça, tu vas voir, tu auras des signes. On te dit les personnes décédées, on voit toujours des signes. Et au début je me suis dit, mais qu'est-ce que ça raconte celle-là? Et en fait c'est vrai, c'est-à-dire que des fois c'est... Tu te dis, oh, papa si t'étais là, telle chose se serait passée, et le lendemain, bim, la chose arrive. Après ça c'est spirituel, on peut pas expliquer. On croit ou on n'y croit pas, ou peut-être que c'est le hasard, on ne sait pas, mais en tout cas la chose se fait. Ben, comment je me dis en fait aussi qu'il faut que j'arrive au bout pour me montrer à moi-même que j'arrive à faire quelque chose aussi toute seule. Parce que moi, j'ai jamais rien fait toute seule. Mes parents ont toujours été là. Ma famille a toujours été là. Je suis une vraie petite fille gâtée, ça je l'avoue. Et là, de voir que je suis en plein dans le projet où je me dis, ok, là c'est concret, on va y arriver. Ben, je le perds au moment où j'allais avoir les clés de mon local et où j'allais vraiment commencer. Je le perds quelques semaines avant. Donc, t'as pas le choix. Et puis, tu te dis aussi, toi, pour ta fierté et même ton ego, tu veux y arriver. Sans lui, tu fais en sorte que ça arrive. Alors, même si c'est pas légitime, mais j'allais te dire, est-ce que tu as ressenti à un moment peut-être de la colère? Ah oui. J'étais fâchée. Ou tu lui en voulais à lui personnellement d'être peut-être tombé malade en te disant mais pourquoi tu m'as fait ça? Non, parce que même je lui ai dit, parce qu'à un moment donné il m'a dit c'était pas comme ça que ça devait se terminer, je m'excuse de partir comme ça. Il me l'a dit. Il me l'a dit et je lui ai dit t'as pas demandé d'être malade. Et je pense en fait que personne ne le demande, mais on va t'aider. Et non, j'étais pas en colère contre lui parce que j'espère que de là où il est bien. Mais j'étais fâchée parce que je me dis mon père aurait été là. Mais déjà, j'aurais ouvert depuis longtemps, c'est sûr. Et aussi, toutes les galères que j'ai eues, en fait, comme il a toujours été, comment dire, mon bouclier, du coup, pour moi, tout roule en fait. Et c'est lui qui aurait tout pris. Et là, je prends tout de plein fouet. Donc, j'étais plus en colère pour me dire, en fait, est-ce qu'il m'a vraiment laissé être une femme et gérer tout toute seule ou est-ce oui, c'est ça, parce que il y a plein de trucs que je me suis dit non mais c'est papa qui faisait ça, mais en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'il faisait tout. Tout. Donc quand on perd quelqu'un, c'est là qu'on se rend compte de sa valeur, c'est clairement ça, même si mon père je l'ai toujours encensé et mon père c'est mon père et je l'aime de tout mon cœur, mais là je me suis vraiment rendu compte et je pense mes soeurs et moi que notre père c'était le pilier, vraiment, et on a vraiment perdu quelque chose d'énorme en fait. Et même tu me dis que même dans son départ, lui-même continuait à gérer certaines choses, notamment par rapport à la vente de sa maison, etc. En fait, mais de toute façon... Faites ça comme ça, encaissez le chèque, faites telle démarche. Exactement. Quand il a su qu'il n'y avait pas d'issue, au départ il était un peu dans le déni. Jusqu'à ce que son meilleur ami lui dise, tu sais, il faut que tu parles aux filles. Et il faut que tu mettes tes affaires en ordre. Parce que quand tu n'es plus là, tu n'es plus là. Et en fait, il nous a réunis un soir. Et il nous a dit tout ce qu'il voulait qu'on fasse. Et tout ce qu'il voulait lui. Donc il nous a dit, vous allez vendre la maison. Vous allez liquider la société. Vous allez du coup séparer l'argent. Naïdi, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il m'a même dit, Naïdi, tu sais où est la veste que je veux pour mon cercueil. Il nous a tout dit. Franchement, il faut avoir énormément de courage. Moi, je pense que je l'aurais pas eu. Mais il a, jusqu'au bout, il a essayé de gérer. Parce qu'il s'est dit qu'il a travaillé toute sa vie et il ne veut pas qu'une fois parti, ses filles soient dans la galère. Et il a tenu parole.
Et jusqu'au bout, même le jour de son décès, il luttait pour ne pas partir. Ça, les médecins nous l'ont dit. Comment ça s'est manifesté Oui, je pense que c'est le jour le plus horrible de ma vie. Wow. Parce que, en fait, la maladie allait tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qui est... Prends le temps, si tu veux pas en parler, il n'y a pas de souci. Oui, c'est chaud. Et... Alors, en fait, la maladie était tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de faire les soins palliatifs. Okay. Et mon père ne voulait pas lâcher. Donc, du coup, on a trouvé une organisation où chaque jour, c'était une sœur. Donc, et le jour de... entre vous pour pouvoir venir. C'est ça. Donc, chaque jour, soit le matin et l'après-midi, on coupait si la personne ne pouvait pas être là toute la journée. Ouais. Ou sinon, ben, c'était toute la journée. Et le jour de son décès, c'était moi. Ouais. Voilà. C'était mon tour. C'est vous qui avez choisi ou bien c'est lui qui a participé à ça? Non, il nous a laissé. Par contre, il nous a laissé gérer. Il a vu qu'on gérait le médical. Après, bon, j'ai la famille dans le médical. Donc, il sait qu'on aurait forcément géré. Donc, il nous a laissé gérer. D'ailleurs, il y a un jour, il nous a dit merci parce que lui-même, il s'est rendu compte du travail qu'on faisait. Et le jour de son décès, donc déjà, il est mort un mardi, mais le vendredi d'avant, l'infirmier nous avait appelé pour nous dire qu'il n'allait pas venir jusqu'à mercredi. Ok. Donc, le mardi d'avant? Non, le vendredi. On était en train de déjeuner, d'ailleurs avec Cindy, et il nous a appelé, il nous a dit, les filles, ça ne va pas aller jusqu'à mercredi. Sauf qu'entre-temps, il y avait l'anniversaire de Nancy, ma soeur, le lundi. Donc, panique. Ouais. Voilà, et moi je lui dis, mais non, mais je pense que les morts savent ce qu'ils font. Il ne va pas lui faire ça. Il ne va pas lui faire ça. Ouais. Ça, c'est sûr et c'est certain. Et effectivement, le lundi, il était déjà au bout. Ça, on le sentait. Il était déjà faible, il ne parlait plus. Parce qu'à un moment donné, dans la maladie, les gens ne parlent plus. Ils n'ont plus la force pour parler. Donc, il était déjà au bout. Et du coup, moi, c'était le mardi. Et là, je me souviens, le soir, le lundi, j'ai appelé ma maman, j'ai dit, j'ai peur. Parce que je sens que mardi, il va... Ouais, il va partir. Oui, il va se lâcher, puisque pour moi, il n'aurait pas fait ça Nancy. Ouais. Donc, forcément, c'est le mardi. Ouais. Et effectivement, le mardi, quand j'arrive, j'entends un bruit de clim. Depuis dans le garage, je me dis, mais quel moteur qui a allumé? En fait, c'était lui. Okay. Donc, du coup, j'ai dû appeler le SAMU. Et en fait, ils m'ont dit que ce sont des râles d'agonie. Wow. C'est-à-dire que la personne est déjà agonisée. Bon, entre-temps, j'ai appelé mes soeurs et tout parce que moi, j'ai eu peur, parce que je suis toute seule avec lui. Et en même temps, je ne peux pas paniquer parce qu'il va, même s'il n'est plus forcément conscient, mais il ressent tout. Donc, je me souviens, le dernier mot que je lui ai dit, par contre, moi, papa, je vais appeler les pompiers. Et je vais appeler le SAMU parce que moi, il est hors de question que je te laisse comme ça. Ouais. Et ces derniers mots, c'était ok, ma chérie. C'est le dernier truc qu'il m'a dit. Entre-temps, mes soeurs sont arrivées, le SAMU est arrivé. Et là, le médecin nous a dit, vous avez compris qu'est-ce qui se passe là? Donc moi, forcément, j'ai dit non. Ma soeur qui est infirmière a dit oui. Nancy a dit non. Et du coup, le hasard n'existe pas. Mon père, c'est lui qui a créé le relais d'entreprise. Et il a toujours fait avec le SAMU. Et une des dames qui était dans l'intervention, d'ailleurs, il était choqué de voir papa comme ça, c'est elle qui est venue nous parler. Et qui nous a dit, là, il fait des râles d'agonie. Moi, j'ai dit, c'est quoi ça? Elle m'a dit, mais il agonise. J'ai dit, c'est quoi ça? Et là, elle m'a dit, t'as très bien compris ce que t'as pas compris. Et là, je suis en mode, ok. Et là, je lui ai dit, il va faire ça combien de temps? Est-ce qu'il souffre? C'était ça le plus important. Et là, elle nous a dit non, qu'il ne souffre pas. Et en fait, elle nous a très bien imagé. Elle nous a dit, son corps est là, mais son âme est détachée. Wow. Voilà. Et là, elle a dit, et moi, du coup, on a tout commencé à paniquer. Et elle nous a dit, non, il ne faut pas paniquer. Parce que là, c'est vos derniers moments avec lui. Donc, il faut lui donner de l'amour. Et il faut lui dire tout ce que vous avez à lui dire. Et il faut le laisser partir en paix. Donc, il faut que vous l'apaisez le plus que possible. Et du coup, c'est ce qu'on a fait toute la journée. Ouais. On est resté à côté de lui, j'ai massé ses pieds, je lui ai dit que je l'aimais. Enfin, c'est ça, de ne pas s'inquiéter. Parce qu'en fait, en vrai, peut-être aussi que lui, il ne voulait pas partir parce qu'il a peur. Pour vous Pour aussi. nous. Ouais. Jusqu'au jour où, à 19h, je suis rentrée dans la pièce et j'ai compris qu'il ne respirait plus. Encore une fois, c'est moi qui ai vu qu'il ne respirait plus puisqu'il avait déjà des coupures. Jusqu'au moment où il n'y a plus rien. Et là, c'était le chaos. Ouais. Ok, pour toi, pour tout le monde, pour tout le monde. Ouais. C'était le chaos parce que là, on a compris, c'est fini. C'est mort. Il n'est plus là. Parce que même si la personne est malade, quand elle est là, on se dit, elle est quand même là. Mais quand c'est mort, c'est fini. Il y a plus rien, il n'y a plus de recours. Même si tu parles et que la personne ne répond pas, mais tu lui parles quand même, elle est là. Mais quand la personne est décédée,
c'est fini. Donc, ouais, je pense qu'on gère pas, on fait juste du mieux qu'on peut. Ouais, c'est ça. Je sais que tu voulais en parler, justement pour l'accompagnement qu'il n'y a pas eu. Comment tu penses que ça pourrait être différent et pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour les familles qui souffrent finalement pendant mais aussi après? C'est ça, parce que après en fait on se retrouve soit et soit. Et en même temps, moi je sais, j'avais pas envie d'embêter mes sœurs avec mon chagrin, et je pense qu'elles aussi. Et en fait, je pense que oui, il faudrait peut-être mettre en place, je sais pas, peut-être une cellule psychologique ou un accompagnement sur le long terme, même si c'est 3 mois, parce que c'est brutal en fait. C'est brutal, on se retrouve soit et soit. Et on doit gérer. On doit gérer déjà et les funérailles, c'est pas facile, mais aussi le pire c'est l'après. Parce que les funérailles, encore, on est dans le mouvement. Mais une fois que ça c'est terminé, et là on se rend compte que c'est mort, mais c'est fini en fait. Et en plus, tu vois, c'est déjà horrible pour vous, pour toi, pour tes soeurs, pour la famille. Mais j'ose même pas imaginer pour d'autres qui, elles, imaginons, t'as pas de frère, t'as pas de soeur. T'es tout seul. T'es tout seul. Et tu dois gérer ça. Tu dois gérer ça. Et ça, je pense que ça doit être dur. Parce qu'encore une fois, comme et peut-être sur un autre département, dans un autre pays, c'est compliqué. Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de remède miracle, mais il y a forcément des solutions. Encore une fois, moi j'ai la chance d'avoir une maman qui était à l'écoute, mais qui elle aussi avait son chagrin, puisque mon papa c'était son premier amour. Et donc elle faisait du mieux qu'elle pouvait. Et en même temps, j'avais mes soeurs, donc je savais que si je voulais parler, j'aurais pu. Mais je pense qu'aucune d'entre nous ne voulait déranger l'autre. Parce que papa, mon père a toujours été un homme fort, un homme actif. Et le voir malade, réduit à plus rien, c'était compliqué. Pour ensuite voir qu'il est décédé, c'était pire en fait. Donc pour moi, il n'y a pas d'accompagnement, non plus ni de solution miracle, mais il y a forcément quelque chose qu'on peut faire en fait pour accompagner les accompagnants qui souffrent autant que le malade en fait. Et dans ce même échange qu'on a eu toi et moi avant, je t'ai parlé du fait de consulter. Est-ce que tu as fait toujours pas. Toujours pas, parce que qu'est-ce qu'ils vont me dire non. J'ai essayé, parce que ma mère m'a forcé à un moment donné, puisqu'elle m'a dit tu parles plus. J'avais arrêté de... Je voyais les groupes, je répondais pas, ou je pleurais toute la journée. Et elle m'a dit il faut que tu ailles consulter. Bon, je suis allée voir une psychologue qui du coup m'a écoutée, mais ne m'a pas apporté de solution. C'est clair qu'elle ne pourra pas m'apporter de solution, mais peut-être mettre en place des exercices pour que tous les jours ça aille un petit peu mieux ou autre. Je pense que le deuil c'est quelque chose de tellement vaste et compliqué que chacun fait comme il peut. Voilà. Par exemple, moi je vais tout le temps sur la tombe de mon papa. Par exemple, j'y étais ce matin. Il y en a, par exemple, j'ai une sœur, hors de question. Elle fait, après, je pense que tu as la phase aussi de déni à un moment donné. Pendant 1 mois, je me suis dit, mais j'ai occulté. Jusqu'au jour où je me dis, il faut que j'appelle papa. Mais t'appelles qui? Personne. Donc, je sais pas. Peut-être que les gens qui écouteront donneront des solutions, je sais pas, mais c'est dur parce qu'on se retrouve seul. On se retrouve seul avec un chagrin qui est énorme, qui va pas passer du jour au lendemain. Et il faut faire avec. Parce que, comme je dis toujours, ta vie à toi, elle n'est pas terminée. C'est juste un pilier à toi qui est parti, donc il faut continuer. Pour autant, on sait, même si on sait on meurt forcément un jour, on n'est jamais prêt à perdre ses parents, ça c'est clair et net. Jamais. Il n'y a aucun moyen de se préparer à ça, même quand ils sont malades. Et encore toi, ça a été vite, mais même il y en a qui sont malades depuis peut-être 1 an, qui traînent des choses. Il y a toujours, comme tu dis, le fait que la personne peut être malade, mais elle est là. La présence. Tu vois, alors qu'une fois qu'elle est passée de l'autre côté, tu sais que tu peux pas rembobiner le film. C'est terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu partager à ton papa, que tu n'as peut-être pas eu le temps de lui dire, ou... même si je pense que tu as dû lui dire tout ce que tu avais à lui dire. Non, moi j'étais très fusionnelle avec lui, donc moi je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. J'ai partagé énormément de moments avec mon père.
Donc, j'ai pas de regrets. Aujourd'hui, j'avoue, j'ai pas de regrets. Peut-être un regret de pas avoir fait d'enfant, ou qu'il soit papy. C'est plus des choses comme ça, mais je me dis, c'est la vie. Mais moi, j'ai profité avec mon papa, j'allais au restaurant avec mon papa, je dormais dans les bras de mon papa. J'ai pas de regrets. C'est vraiment là, aujourd'hui, c'est la personne qui me manque. C'est les choses du quotidien qui me manquent, qui fait que, c'est difficile. C'est quoi la plus belle chose qui t'est transmise? Mon papa? Oh, c'est dur, hein. Mon papa, c'est quelqu'un... Alors, c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais c'est quelqu'un qui agissait. Et en fait, mon père, du coup, avec le décès, quand on a débarrassé la maison, on a compris toute sa vie. Parce que mon père a tout gardé. Tout, même mes cahiers d'école, mon père les avait gardés. Et en fait, là, on s'est rendu compte qu'il a fait des dossiers sur chaque étape de sa vie. C'est pas vrai. De ouf. Dans des classeurs. Tout est bien rangé dans des portfolios, tout. Et en fait, moi, j'avoue, j'ai lu, on a regardé, il y a eu des lettres et autres, on a tout lu. Et en fait, mon père ne s'est jamais laissé abattre. Jamais. Même à un moment donné, on a compris qu'il a eu une année très compliquée. Mon père a rebondi. Donc, je pense que la plus grande leçon qui m'est donnée, c'est de ne jamais se laisser faire ni de se laisser abattre. Parce que demain est un autre jour et qu'on y arrivera tôt ou tard, en fait. Ok. Pour revenir sur le côté entrepreneurial, business, donc institut, mais pas que. Non, mais pas que, il y a une partie mode. Donc j'ai réussi à avoir 2 partenariats avec des marques nigériennes. Ok. Voilà, donc ça sera pas du wax. Donc tu n'aimes pas le wax? Non. Désolée, non, c'est pas mon style. Par contre, moi je suis plus axée sur le prêt-à-porter événementiel, donc pour tout ce qui est gala, anniversaire, mariage. Ce sera des pièces uniques avec des perles brodées. Je suis très paillettes. On le voit. Hein. Voilà. Je passe à la caméra. Mais... Donc voilà, ce seront des pièces. En tout cas, j'ai fait en sorte de ne pas avoir les mêmes pièces qu'on retrouve dans les boutiques ici. Voilà. Ok. Ouverture prochaine, peut-être au moment où ça va sortir, je ne sais pas, ce sera ouvert, ce sera officiel. Je te souhaite beaucoup de réussite, en tout cas dans ce projet-là, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui te regardent pour pouvoir, entre guillemets, traverser une période difficile comme celle que tu as traversée? S'il devait en exister un. Parce que de toute manière, comme on a dit... Il n'y a pas de remède miracle. Je pense que... Comment on se relève de ça? On fait comme on peut. Comme je dis, chaque jour est un nouveau jour. Moi, j'avoue, je prends la vie autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux manger une glace... je vais manger une glace. Si demain mon idée me dit de voyager, je prends un billet, je voyage. Je me prends plus la tête parce que ça a été tellement rapide et tellement brutal qu'en fait on se dit des fois on attend des choses, on attend tel moment, mais en fait est-ce que le bon moment existe? Non. Parce que la mort elle frappe vite, net, surtout maintenant, je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est compliqué. Je pense que il faut vivre sa vie. Il faut donner beaucoup d'amour pour en recevoir. Et il ne faut pas se prendre la tête pour des broutilles, ni pour des problèmes, parce qu'en fait, quand on est sous terre, ça n'existe plus. Quoi. Est-ce que, j'ai déjà la réponse, est-ce que ça a changé ton rapport à tes proches? Ah ouais, mais on est complètement différentes. Hein. On est beaucoup plus proches, alors ça nous a énormément rapprochés, toute cette étape, toute cette situation. Et en fait, c'est-à-dire que ma mère était déjà dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que ma mère, on vit au jour le jour. Voilà. Chaque jour est un nouveau jour et tu fais ce dont tu as envie, ce que tu as envie le plus de faire. De ne pas regarder ce que les autres disent. Et là, aujourd'hui, je le comprends parce que, comme je dis, c'est du jour au lendemain, je peux prendre ma voiture là et frapper et être tétraplégique ou mourir ou on ne sait pas. Donc oui, ça a tout changé. Ça change ton regard, ça change des problèmes que tu as avec des gens. Tu te dis, mais c'est complètement futile. Moi, j'ai perdu mon père il est décédé devant moi.
Donc ça, c'est quoi en fait? C'est rien. Donc je pense que ouais, ça change tout ton mindset. Et moi, tout mon mindset a changé. Et mon entourage aussi. Ouais. Forcément, les gens que tu... Même pas que tu perds, que tu laisses volontairement. Je laisse parce que ceux qui ne sont pas passés par là ne comprennent pas ce que c'est. Ouais, clairement pas. Clairement pas. Et du coup, ils vont se dire, ouais, mais je suis venue à la veillée et c'est bon. Ouais. En fait, à la veillée, il y a tout le monde. C'est après que ça compte. Même si j'ai une copine tout le temps, elle me disait, tu fais pas les boire un verre, tu peux pas te sortir, parce qu'elle voulait pas que je reste chez moi. Ouais. Parce qu'elle savait que si je restais chez moi, tu vas broyer du noir. Voilà. Et en fait, chaque personne essaye de faire du mieux qu'il peut pour épauler. Il y en a d'autres aussi qui font rien, que tu pensais proches, mais qui font strictement rien. Et là, tu sais que, ben ok, ben en fait, t'es pas si proche que ça. Parce que tu n'essayes même pas de faire au moins une chose. Est-ce que tu penses qu'il y a des bons mots à dire? Tu vois, moi, c'est un truc, vraiment, j'ai une sensibilité où c'est vraiment la chose, c'est la chose qui me terrifie le plus. Si ça m'arrive d'arriver du décès de ma mère ou quoi, ça m'est arrivé un peu mis en pleurs. Mais quand j'ai un proche qui perd, tu sais pas quoi dire. Je sais même pas lui dire oui, je comprends. Mes condoléances, parce qu'en fait je me dis, mais quand il va dire ça, pour lui c'est de la merde. En vrai, oui, c'est de la merde. Parce que en fait tu dis quoi, merci, ok. Moi j'envoyais des cœurs. Je sais jamais quoi dire ni quoi faire. Aujourd'hui, j'avoue, étant passé par là, je pense que, ou j'espère du moins, avoir les mots. Je me souviens, j'ai une copine qui m'a dit, quand elle a compris que mon père allait décéder, elle m'a dit, tu sais, il faut pas que l'enterrement et la veillée soient tristes. C'est ton dernier moment sur terre avec ton papa. Il faut qu'il soit beau et joyeux. Et il faut que tu sois contente de ce moment. C'est dur, mais en vrai, ça m'a grave aidé parce que on a tout fait pour que ce soit... c'était triste, hein, mais c'était beau. Après, ton père, c'était quand même, j'ai envie de dire, une personnalité aussi publique de chez nous, très connue. Comme tu as dit, c'est lui qui a créé l'inter-entreprise. Il a fait quand même beaucoup de choses. Le tour cycliste, on le voyait à moto. Exact. Tu vois, c'était quand même quelqu'un. Donc, j'imagine qu'il y a plein de gens aussi qui voulaient le célébrer, tu vois. Ben, c'est pour ça qu'on a on a essayé de faire une belle veillée. Et de toute façon, il nous avait dit, laissez les gens faire ce qu'ils veulent à ma veillée. Donc on a eu... Ça veut dire quoi, laisser? C'est-à-dire que comme si quelqu'un veut jouer du cas, par exemple. Laisser. C'était typiquement ça, quoi. C'était typiquement ça. Laisser jouer. Tous ceux qui veulent faire quelque chose, vous les laissez parce que moi, j'ai toujours été un homme dans toute la vie associative, pardon. Et donc du coup, il était toujours très, comment dirais-je, investi dans tout ce qui est culture et autres. Donc vous laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Franchement, moi, la veillée, moi, j'ai pas pleuré, j'ai adoré. Contact est venu jouer, puisque mon père était dans Contact. Son groupe d'orchestre est venu. Franchement, j'étais contente. J'ai passé un bon moment à la veillée. Du coup, ce que ma copine a dit, ben, c'était vrai. Et comme je dis, il n'y a pas de mots définis. Moi, ce que je dis maintenant aux personnes qui perdent un proche, c'est qu'il faut vivre au jour le jour. Ça ne sera pas tous les jours facile. Parce qu'il y a des jours, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on est triste. Il faut prendre ses émotions telles qu'elles sont et faire du mieux qu'on peut. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce qu'on n'a pas le choix. J'entends que pour toi, ton père, c'était quand même un modèle de réussite. En vérité. En vérité, pour moi, oui. C'est quoi un papa modèle pour toi? Et si on devait justement donner cette définition qui serait la tienne aux jeunes hommes ou aux hommes qui nous regardent, ce serait quoi ta définition d'un papa modèle? Alors, moi je vais parler de mon expérience et de mon papa. Mon papa était modèle. Pourquoi? Parce que mon papa a toujours assumé. Il a toujours été présent. Mes parents sont divorcés. Et même quand ma mère l'appelait s'il y avait un souci, il était là. Et il s'investissait. Voilà, il faisait toujours en sorte que mon père, il te dit, c'est pas quelqu'un qui a été fort à l'école, mais il s'est toujours donné les moyens d'y arriver. Donc mon papa, c'est pas quelqu'un, moi je me souviens une année, j'ai eu à mes 2-0, il m'a dit, j'ai eu des roues de bicyclette, c'est bon. C'est pas ce qui va te définir en fait. Incroyable. Incroyable. Il m'a dit, c'est pas ce qui devant le prof. Il m'a dit, ah, Naïdi, et après il m'a dit, j'ai eu des roues de bicyclette, c'est bon quoi.
Voilà, ça m'a pas empêché d'être qui je suis. Mhm. Donc, il m'a jamais dit, il faut que tu sois médecin, il faut que tu fasses quelque chose. Il m'a toujours dit, tu fais ce que tu as envie de faire. Ton papa sera toujours là et derrière toi. Et il va toujours t'accompagner. Et en vrai, c'est ce qu'il a fait. Donc, pour moi, il m'a rien imposé. J'ai jamais été privée de rien, mais j'avais quand même des limites. Ouais. Voilà, pour moi, c'est ça un papa modèle. Présent. Mon papa a toujours été présent. Si j'appelais mon papa et qu'il répondait pas, c'est sûr que dans le moins de 10 minutes, il me rappelait. C'est ça. Oui. Et pour finir, quand même, on a parlé de cet événement qui a été très marquant pour toi, de la facette aussi entrepreneuriale de ta nouvelle aventure. Ce serait quoi ta définition de la réussite? C'est chaud. Je pense c'est propre aussi à tout un chacun. C'est propre à chacun. Là, tu es vraiment dedans. Oui. Pour moi, c'est... Alors, je parle dans mon domaine, hein. Dans le domaine esthétique. Tu parles surtout en tant que toi, Naïdi. Voilà. Moi, ma réussite, c'est que mes clients soient satisfaites et qu'elles soient contentes de venir près de moi, qu'on passe des moments agréables. Pour moi, c'est ça le plus important parce que moi aussi, je passe un bon moment. Elle aussi, ça me fait du bien. Ça lui fait du bien. Donc, ma première réussite, ce serait ça. Et après, que j'excelle dans ce pourquoi je suis payée pour aussi. Parce que, oui, c'est un business en vrai. Et que je le fasse du mieux que je peux. Voilà. Merci. Merci, Naïdi. De rien. Hâte de voir. J'avoue, j'ai pas encore vu d'image ni quoi que ce soit, même moi en off du salon, donc j'ai hâte de le découvrir. Ouais, ça va être beau. J'ai pris du temps, j'ai mis toute mon énergie, tout mon argent. J'ai essayé de faire quelque chose de beau, de luxueux. Qui te ressemble. Voilà, et j'espère que ça plaira aussi au public qui viendra. On verra ça et nous dirons ça en commentaire, par exemple, si vous voyez l'émission, n'hésitez pas à donner votre avis sur le futur salon qui s'appellera, tu m'as dit? Maison Néora. Maison Néora. À très bientôt.